Bonjour à tous. Désolé pour ce retard. Petit problème technique. On est là pour faire la ville durable, mais on n'arrive pas en 2012 à commencer à l'heure à cause de la technique. Donc je me présente. Je suis Valérie David. Je suis directeur développement durable pour le groupe Eiffage. Et je suis là avec ma collègue Ingrid Joux. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable environnement, qualité, innovation et référente développement durable pour la branche Eiffage Construction. Voilà. Donc le but de cet exposé est de vous montrer un petit peu comment nous nous sommes organisés dans le groupe pour essayer d'imaginer la ville de demain en 2030 dans un contexte post-carbone, c'est-à-dire des bâtiments, des voiries, des transports, des services en ville qui sont respectueux de tout prélèvement sur les ressources en eau, en air, en milieu naturel, sont capables de recycler les déchets et d'en faire de l'énergie, et également sont capables de s'adapter aux mutations sociologiques en cours, et vous verrez tout à l'heure des exemples. Alors, donc voilà derrière moi le programme qui s'affiche. Donc je vais commencer avec le laboratoire de prospective en développement durable urbain phosphore, qui est un petit peu notre boîte à idées. Donc d'habitude on ne le présente pas, enfin on le présente peu, mais c'est, si vous voulez, le laboratoire où l'ensemble des branches du groupe travaillent à imaginer cette ville, donc des scénarios urbains crédibles en 2030, dont vont découler un certain nombre de solutions techniques dans tous les domaines. Donc je vais vous présenter le laboratoire et puis j'aurai le plaisir de vous montrer un petit film qui recense 3 ans de travail sur la ville durable. Et Ingrid vous présentera des solutions techniques qui ont été inspirées par Phosphore, développées par la branche Eiffage Construction et qui sont d'ores et déjà commercialisées. D'où d'ailleurs une petite réflexion. Quand on imagine la ville durable en 2030, plus on met le curseur très haut, plus on met la barre de performance très haute, plus on est capable de trouver un certain nombre de solutions immédiatement applicables. C'est un petit peu la leçon qu'on en a tirée. Voilà. Donc, pourquoi avons-nous travaillé sur la ville durable et non pas sur l'objet bâtiment? Parce que, eh bien, tout simplement, partout dans le monde, au nord comme au sud, principalement en Asie bien sûr, mais il y a une expansion urbaine absolument majeure, puisqu'on a 3,5 milliards de citadins depuis 2010. On a 50% de la population mondiale qui est urbaine depuis avril 2008, et quand on sait que 45% des émissions de gaz à effet de serre depuis l'extraction, la production des matériaux nécessaires à la construction jusqu'à la construction des bâtiments et leur déconstruction, plus leur exploitation maintenance, c'est 45% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. On voit que c'est vraiment la ville concentre tous les problèmes, mais elle concentre aussi toutes les solutions. Petite parenthèse également, bon ça c'est une petite parenthèse géopolitique, mais quand vous voyez la carte qui est derrière moi, on se rend compte que en France on a de quoi exporter un certain nombre de savoir-faire sur l'urbanisme durable et la construction durable dans certains pays du monde qui en ont besoin. Et puis on peut se poser aussi un certain nombre de questions sur l'émergence de villes géantes qui seront capables, pour certaines d'entre elles, d'être plus puissantes que les États-nations dont elles sont membres. Et on peut se demander d'ailleurs si c'est pas quelque part la fin de la notion d'État-nation classique. Voilà. Alors, ce laboratoire existe depuis 2007. Je vous le disais, l'idée, c'était de répondre à la demande de villes durables ou d'écoquartiers, qui est une demande mondiale, de stimuler une analyse systémique, puisque le problème dans les entreprises d'ingénieurs, c'est que on a une vision très technique, très experte du sujet. Et nous avons cherché à faire en sorte que nos ingénieurs rencontrent des sociologues, des climatologues, des spécialistes des politiques publiques ou des sciences sociales pour essayer de sortir du cadre de réflexion qui était le leur habituellement. L'idée, c'est également de respecter un contexte de contraintes dont je vous parlais tout à l'heure sur le climat, puisqu'on imagine qu'en 2030, les tensions sur le climat seront bien plus importantes qu'aujourd'hui, que le prix des énergies fossiles aura triplé, voire quadruplé, et surtout que cette situation aura pu générer, du point de vue des décideurs publics, l'émergence d'une taxe carbone de nature punitive qui viendrait totalement ruiner la rentabilité des métiers du BTP. Alors, c'est un contexte, effectivement, qui est un petit peu alarmiste, mais c'était volontaire, le but étant réellement d'essayer de travailler autrement et de sortir de la démarche d'amélioration continue pour entrer dans une démarche d'amélioration en rupture. Voilà. Donc, le principal...
je vais vous présenter un petit film qui va réunir tout ça en 5 minutes, mais le principal atout que nous avons retiré de ces 3 ans de laboratoire, c'est un nouveau référentiel que nous avons déposé à l'INPI et que nous travaillons en commercial depuis 1 an maintenant, et sur lequel on a déjà quelques succès, mais qui est totalement compatible avec haute qualité environnementale, HQE, qui va beaucoup plus loin, puisqu'il s'agit d'un référentiel basé, c'est une matrice à 3 entrées. Première entrée, il s'agit des principes haute qualité de vie. Tout d'abord, le respect du génie du territoire, qui est un principe absolu. Alors, ça peut sembler très consensuel, ça ne l'est pas forcément, parce que respecter le génie du territoire, ça veut dire, par exemple, en termes d'énergie renouvelable, privilégier les énergies renouvelables du territoire et faire en sorte que la technologie vienne valoriser le potentiel et non pas se substituer au potentiel du territoire. J'ai coutume de dire, pour faire simple, excusez-moi si c'est un peu schématique, mais c'est un peu l'anti-Masdar d'Abu Dhabi, où là, vous avez des millions de dollars de technologie au mètre carré. On est donc sur d'une démonstration brillante de technologie, mais qui n'est pas partageable ni duplicable. Donc, c'était pas du tout ce qui nous intéressait. Le deuxième principe, c'est la gestion raisonnée des flux et des mobilités. Gestion raisonnée des flux pour l'énergie, l'eau, les déchets, et mobilité au pluriel, puisque dans ce référentiel, nous traitons la problématique mobilité douce et rapide. Nous n'opposons pas les deux. Nous considérons que dans la ville durable, on aura à certains moments besoin de mobilité douce, et on aura le droit à la mobilité douce, mais on aura aussi le droit à la mobilité rapide, notamment pour les actifs. Le principe d'intensification et d'évolutivité des usages est extrêmement important. On l'avait appliqué par anticipation sur le stade de Lille, par exemple. L'intensification d'usage pour un équipement aussi important, exceptionnel, mais aussi coûteux que le stade de Lille, c'est de pouvoir aussi en faire une boîte à spectacle, par exemple, et en 24 heures passer d'un stade de 50 000 places à une boîte à spectacle de 9 000 places. Ça fait partie de l'intensification d'usage et d'une multiplication potentielle par 3 de l'utilisation du grand stade. L'évolutivité des usages est extrêmement importante et c'était très très peu intégré dans les référentiels de construction durable, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. L'idée, c'est de s'adapter aux mutations sociologiques. Vous verrez des exemples qu'Ingrid vous donnera tout à l'heure. Je vous donne un exemple. La longévité de la durée de la vie. L'allongement de la durée de la vie, en 2020, petit chiffre un peu inquiétant, mais officiel, vous aurez 200 000 personnes en France dépendantes qui ne pourront pas avoir de place dans un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, soit parce qu'il n'y aura pas assez de place physiquement, soit parce que ce sera beaucoup trop coûteux et on aura affaire à des gens qui auront par exemple subi le chômage à certaines périodes et auront des retraites trop faibles. Ça veut dire qu'ils iront où ? Ils iront chez leurs descendants qui devront adapter leur logement à l'accueil d'une personne âgée. Aujourd'hui, c'est un crédit d'impôt qui finance les travaux. Pourquoi ne pas imaginer dès la conception une pièce totalement aménageable, voire autonomisable, si je puis dire, pour accueillir une personne âgée, pour accueillir un étudiant à qui vous louerez cette chambre. C'est également la problématique des familles monoparentales ou des familles recomposées. Vous verrez les solutions que nous proposons. Et puis c'est également l'explosion des statuts de travailleurs indépendants, style auto-entrepreneurs, qui peuvent laisser imaginer qu'on puisse avoir besoin d'une pièce dans son appartement pour en faire un bureau, par exemple. Voilà. Donc voilà quelques exemples d'application de ce principe. Cohésion, santé, bien-être. Voilà un principe sur le vivre ensemble qui peut là aussi sembler très consensuel, qui est beaucoup plus complexe. Parce qu'il s'agit de travailler notamment sur l'étiquette sanitaire des matériaux et des bâtiments, et un gros travail qui est mené par l'équipe d'Ingrid sur ces sujets-là. Et je dois dire que lorsque nous présentons ce référentiel à des élus, par exemple, ils sont très sensibles à cette notion de cohésion et de vivre ensemble qui n'est pas forcément présente ou qui l'est très peu dans les autres référentiels. Prévention des risques et résilience. C'est quelque chose qui nous a semblé essentiel. On sait très bien que les conséquences du changement climatique vont générer, par exemple, des aléas météorologiques plus nombreux. C'est par exemple les épisodes de pluie torrentielle, les épisodes de canicule. Il faut que les bâtiments dits durables ou haute qualité de vie ou les quartiers haute qualité de vie soient capables de proposer un certain nombre de dispositifs, soit pour fonctionner en mode dégradé, soit pour être résilients, c'est-à-dire qu'ils seront capables d'avoir un certain nombre de procédés déjà prévus pour qu'ils puissent apporter, par exemple par application du principe de solidarité énergétique, l'énergie manquante dans le quartier. Voilà. Les champs d'analyse, alors ça, ce sont des champs qui peuvent être augmentés en fonction de l'appel d'offres, du cahier des charges du client. Donc bien sûr, l'environnement physique et naturel, le développement humain, les ressources et matières, c'est-à-dire les entrants et les déchets, les outputs, l'eau,
l'énergie et l'économie du projet. Et nous appliquons la troisième entrée qui est l'entrée spatiale, bâtiment, îlot, quartier. L'idée, c'est de ne proposer aucune solution à l'échelle d'un bâtiment qui puisse être inopérante, voire bloquante à l'échelle de l'îlot ou du quartier. Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple sur la façon dont ça fonctionne. Voilà mes 5 principaux de qualité de vie. Respect du génie du territoire, gestion raisonnée des flux et des mobilités, intensification, évolutivité d'usage, cohésion santé bien-être et prévention des risques et résilience. Voilà comment, en termes énergétiques, je dois orienter mon projet. Donc vous voyez un certain nombre d'exemples et sous forme en fait de préconisations qui vous sont proposées. Et voilà derrière les solutions que nous proposons. À travers un budget 100% énergie renouvelable, ou bien des éclairages à LED. Alors évidemment, la boîte à outils est très importante et elle est évolutive en fonction des innovations. Mais l'idée, c'est de trouver les solutions qui répondent au maximum de principes. L'idée, c'est d'éviter la vraie fausse bonne solution développement durable. Voilà. Donc c'est un fonctionnement qui permet d'associer la réflexion urbanistique globale et systémique avec les solutions des ingénieurs. Ça permet de créer réellement un dialogue, une parenthèse où les gens se parlent, là où très souvent vous avez l'architecte et l'urbaniste en amont et l'ingénieur en aval. On a essayé de créer un espace de dialogue qui permette de trouver les meilleures solutions en fonction des objectifs ville durable, haute qualité de vie qui sont les nôtres. Voilà. Et évidemment, on a un système d'évaluation qui nous permet de juger de la pertinence de notre projet au regard du référentiel haute qualité de vie. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que on est passé de la prospective et de la R&D à l'application commerciale, puisque on a gagné tout récemment 2 affaires sur l'application de haute qualité de vie, et Ingrid vous les présentera tout à l'heure. Ça, je vous laisse découvrir, c'est le film Phosphore. 3 ans de recherche en 5 minutes de film. En 2030, la population urbaine a doublé. L'eau, l'air, les déchets doivent être rigoureusement gérés. Les émissions de carbone sont désormais fortement taxées. Les tensions sur le climat et la lutte contre l'étalement urbain modifient en profondeur la conception et la gestion de la ville. Dans ce contexte, Eiffage met à contribution ses ingénieurs issus de la construction, des travaux publics, des concessions, des métiers de l'énergie et du métal, afin de concevoir aux côtés d'acteurs de la ville des solutions innovantes et durables à tous égards en matière d'habitat, d'aménagement, de mobilité et de services urbains. Toutes les composantes du développement durable sont intégrées. La dimension humaine est au cœur du projet. La ville est analysée dans le respect de la haute qualité de vie, référentiel de conception urbaine durable développé par les équipes d'Eiffage. Adapté à l'échelle du bâtiment, de l'îlot et du quartier, le référentiel s'applique à tous les programmes, respecte les spécificités des territoires, anticipe les risques, intègre l'évolutivité des besoins et des usages. Pour mettre en scène ces innovations, Eiffage a imaginé 2 écoquartiers virtualisés sur des terrains de jeu réels et différents en tout point. La zone d'Arinque à Marseille, un territoire littoral méditerranéen bien exposé au vent, et la zone Arc Ouest à Strasbourg, ville caractérisée par un climat océanique dégradé avec de fortes amplitudes thermiques. La recherche sur les mobilités constitue le premier champ d'investigation de la ville durable. Elle vise la fluidité, l'efficacité de l'offre de transport physique ou virtuel, la complémentarité entre mode rapide et mode doux. Une offre de hubs multimodaux, point d'entrée de la ville de demain, permet d'organiser la rupture de charge des moyens de transport conventionnels en transférant personnes et marchandises vers des modes collectifs et doux non polluants. Tous les 300 mètres, une halle universelle abrite une offre de services de proximité et une station relais de transport doux. À la fois nouvelle centralité rayonnante et nœud de mobilité, les halles universelles constituent des éléments de mixité et de vitalité au sein des quartiers, en référence aux traditionnelles halles de village. Un tracé interquartier, composé d'un cheminement piéton, de pistes cyclables et sportives, et d'un site propre de transport en commun, propose un parcours structurant les mobilités douces. Adaptés aux besoins récréatifs, sportifs et de déplacement de personnes et de marchandises, ce nouvel axe met en réseau les centralités du quartier. Des unibridges urbains, passerelles légères et modulables, complètent l'offre de mobilité douce en démultipliant les ouvrages de franchissement réservés aux piétons et aux cyclistes, dont les itinéraires sont désolidarisés de la voirie routière.
Des véhicules électriques modulables et autonomes, appelés modulos, acheminent selon la configuration choisie, personnes, marchandises ou déchets à travers la ville. Ce nouveau système réduit le parc de véhicules en ville, tout en optimisant leur utilisation selon les heures de la journée. L'ensemble de ces réflexions et solutions sur les mobilités diminue drastiquement les nuisances et les emprises liées au trafic routier et permet d'achever la densification urbaine et la reconquête de la ville par les piétons. L'habitat, au cœur des métiers du groupe Eiffage, est repensé dans sa conception et dans son utilisation pour répondre aux plus hautes exigences du développement durable. Pour Eiffage, la technologie doit avant tout valoriser le potentiel local et non pas s'y substituer. La sobriété technologique comme garantie d'un développement durable urbain, partagé et duplicable. À l'échelle du bâtiment, la priorité est donnée à la réduction des besoins énergétiques du bâtiment grâce à sa conception bioclimatique, la compacité et l'inertie de sa forme, le traitement de son enveloppe et de ses façades. Les besoins résiduels en énergie sont ensuite couverts par recours exclusif aux énergies renouvelables locales. Avec des constructions neuves qui produisent davantage d'énergie qu'elles n'en consomment, la majorité du bâti existant environnant dispose désormais d'approvisionnements d'énergie renouvelable locale qui viennent modifier les modèles techniques et économiques de rénovation. Les équipes d'Eiffage écartent ainsi l'approche unitaire au profit d'une démarche systémique appelée solidarité énergétique. Le coût de la rénovation de chaque bâti existant s'optimise grâce aux bâtiments voisins à énergie positive. Les consommations et la production d'énergie trouvent un équilibre à l'échelle de l'îlot. Enfin, l'énergie grise, c'est-à-dire les dépenses initiales d'énergie et de gaz à effet de serre en phase construction, sont pleinement intégrées à l'arbitrage sur les choix de procédés constructifs et de matériaux à utiliser. Chaque construction neuve doit être compatible avec l'évolution des besoins de ses occupants, qu'il s'agisse de logements, bureaux, commerces ou même de parking. Prévu dès la conception, un panel de permis de construire anticipant toutes les configurations possibles autorise l'ajout d'un ou plusieurs modules en toiture et en façade et permet d'imaginer une pièce ou un local supplémentaire déconnecté du logement principal. Les habitants qui le souhaitent ont alors la possibilité de garder et de faire évoluer leur logement en fonction de leurs besoins. Au sein des espaces intérieurs, les procédés conceptuels et constructifs permettent également d'adapter la programmation. À l'extérieur, l'aménagement des espaces publics privilégie le partage des usages entre toutes les catégories d'usagers en fonction des heures de la journée. Voyons l'exemple de la rue nue. Les limites de voirie et la signalétique verticale sont gommées au profit du balisage lumineux luciole, évoluant en fonction des besoins d'usage. La différenciation des flux s'efface, les véhicules circulent au pas et cohabitent avec les vélos et les piétons. L'aménagement paysager proposé dans Phosphore se réconcilie avec la nature en ville et les services écologiques rendus aux citadins. En offrant un support à la production alimentaire locale et à la biodiversité urbaine, en mettant en scène leurs fonctions d'épuration de l'eau, les espaces naturels en ville contribuent ainsi à la continuité des trames vertes et bleues et à la qualité de vie. Voilà. Donc on a fait cet exercice sur Marseille et Strasbourg parce qu'on avait besoin de sites réels pour rendre l'exercice le plus crédible possible. On est sur Grenoble et on aura terminé les travaux en octobre 2012 sur 31 000 hectares, virtualisé 31 000 hectares, 400 000 habitants, 27 communes, c'est assez énorme. Mais l'idée, c'était d'appliquer toute cette analyse systémique sur un territoire vraiment d'agglomération et de réfléchir à la totalité de ces problématiques, écomobilité, renouvellement urbain, énergie, etc. Si j'ai voulu vous présenter ça avant les solutions techniques, c'est parce qu'on était sur un salon de solutions techniques et il faut
faut jamais oublier qu'un patchwork de solutions techniques ne fera jamais une ville durable. Donc ce qui compte, c'est quand même réfléchir en fonction des usagers, réfléchir en fonction des mutations sociologiques, à quoi ressemblera l'homo urbanus en 2030, pour qui travaillons-nous actuellement et qui habiteront ces maisons que nous construisons aujourd'hui, ces écoquartiers que nous construisons aujourd'hui, et de vous montrer comment, en imaginant la ville, on a augmenté le niveau de compétences et de créativité en R&D pour des solutions techniques. Alors, je vais passer la parole à Ingrid qui va illustrer cette partie. Voilà, alors effectivement, moi, ce dont je vais vous parler, c'est la déclinaison de ces concepts émanant des phages. Je veux bien la diapo d'après, s'il vous plaît. Émanant des phages, direction développement durable, dans chacune des branches, et notamment EFH Construction. EFH Construction, où on fait de l'aménagement, de la promotion immobilière, de la construction, gestion et exploitation des bâtiments également. Donc la R&D nourrit nos activités au travers de différents enjeux. Premier enjeu, c'est carbone et énergie. Donc effectivement, le maître mot chez EFH Construction, c'est d'avoir des choix de conception de bâtiments qui, inspirés de ce qui s'est fait chez Phosphore et dans notre R&D, viennent à réduire le contenu carbone des énergies et le contenu carbone des matériaux, avec une approche en ACV dont je vous parlerai tout à l'heure. Et toutes ces économies se mesurent au niveau des ouvrages, mais aussi au niveau des chantiers, que ce soit dans nos équipements, dans nos bungalows, avec des mesures et un suivi des consommations, et puis tout ce qui va être plan de déplacement à l'occasion de nos chantiers pour réduire les émissions carbone liées au déplacement des collaborateurs sur les chantiers. Le deuxième enjeu, toujours carbone-énergie, c'est d'avoir des modes nouveaux. Tout ce qui est contrat de performance énergétique se développe de plus en plus chez EFH Construction et EFH Énergie pour réduire sur 20-30 ans les émissions carbone associées, les consommations énergétiques des bâtiments, notamment en rénovation. Donc pour y parvenir, il y a toute une démarche de formation qui s'est fait via Promodule, un logiciel notamment sur la rénovation, des formations qui sont chez EFH Construction et aussi EFH Énergie, et des formations sur l'étanchéité à l'air et le suivi qualité sur nos ouvrages pendant la réalisation des travaux avec plusieurs phases de test. Donc pour arbitrer les choix dont vous a parlé Valérie, on a plusieurs outils, notamment celui qui porte sur l'ACV, analyse du cycle de vie. Donc au-delà de la composante uniquement carbone, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une vision multicritère sur différents composants environnementaux, voire sanitaires, mais c'est principalement environnementaux. Donc on a développé chez EFH Construction un logiciel qui permet d'avoir une approche produits, comparer les produits entre eux par rapport à leurs impacts environnementaux et sanitaires, et de le déployer au niveau des ouvrages pour argumenter, justifier des variantes, valorisant le bois ou un autre mode constructif. Et le développement de cet outil aujourd'hui se fait avec le partenariat du CSTB et leur outil qui s'appelle Elodie. Donc en fait, on met en commun nos données, principalement émanant des chantiers, pour enrichir le module chantier sur tout ce qui est terrassement, immobilisation, consommation des engins, consommation des bungalows et autres, pour que l'évaluation ACV d'un bâtiment demain se fasse avec des données qui sont riches, pertinentes et assez précises sur la réalité de la conception d'un ouvrage. Donc, le zoom sur le bois, nous avons mis en œuvre une politique qui valorise le bois et qui illustre, concrétise les 25 années de référence d'EFH Construction, d'EFH dans le bois. Cette politique, elle a plusieurs enjeux, c'est-à-dire de privilégier le recours au bois sous forme d'énergie pour tout ce qui est chaudière biomasse. Donc, on a des références à ce sujet. Le bois comme ressource naturelle et composant de biodiversité, où on va essayer dans nos projets d'aménagement de faire en sorte de réduire l'impact environnemental et de préserver la nature en ville. Et puis le cœur de notre activité chez EFH Construction, c'est le recours au bois en tant que matériau de construction, matériau massif. Donc là, vous pouvez voir au travers du film qui peut être lancé, c'est la solution qui s'appelle EFH Construction Linium. Je veux bien que vous lanciez le film, s'il vous plaît, qui sont en fait des modules. Chaque construction neuve doit être... Non, c'est pas celui-là. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement durable, EFH Construction crée une gamme de produits semi-industrialisés nommée Concept Linium. Cette gamme décline l'une des thématiques majeures de ses plans d'action, intitulée « Ensemble, construire autrement ». L'objectif est d'améliorer de façon significative la productivité en termes de délai et d'environnement. Donc je passe parce que le temps fait défaut, c'est ça ?
Non, il faut que je parle, d'accord. Donc en fait, les modules bois que vous allez voir là sont des références des Eiffage Construction sur les bâtiments en bois, façade bois. Ce qui est innovant, c'est qu'on a inventé un module de construction dans notre usine de préfabrication qui se trouve à Fresnay-sur-Sarthe près du Mans, où on fait des modules bois et le bâtiment s'apparente un peu à un système de Lego, si vous voulez, où il a un rez-de-chaussée. Si on pouvait avancer sur la vidéo, comme ça on garderait le temps si c'est possible. Un rez-de-chaussée en béton, une structure en béton pour garder cette inertie thermique et des modules bois qui viennent faire les étages du bâtiment. Une isolation par l'extérieur qui est rapportée. Et les avantages, si on pouvait aller plus vite sur la vidéo parce qu'elle est un petit peu longue, c'est de voir que les process de construction sont assez rapides, que tout est maîtrisé en interne, qu'évidemment, en termes d'impact environnemental, là, on gagne sur l'ACV et sur la consommation. Et vous avez la partie carbone. C'est un mode de construction qui est assez rapide, reproductible et économique, puisque on gagne sur les délais de chantier. Donc là, voilà des images du montage. Passe un peu plus loin. Donc voilà, au final, les blocs sont montés les uns par rapport aux autres sur plusieurs niveaux. On va jusqu'à R+7, l'isolation par l'extérieur. Et on se retrouve avec un bâtiment à carbone positif. Des engins de levage traditionnels, une technique qui est maîtrisée en interne. Donc ça, c'est une gamme qui est complètement nouvelle chez Eiffage Construction, Lignum Bois, pour des structures qui sont assez répétitives comme des résidences étudiantes ou des hôtels. Donc après, à la fin, la déconstruction, tout peut se récupérer, tout peut être valorisé dans des filières déchets optimisées. Voilà, donc ça c'est un produit Eiffage Construction qui est commercialisé. Une chambre préfabriquée, revêtement totalement en atelier. Donc là, on va revenir au diaporama sur d'autres solutions. Réduire l'empreinte écologique. Donc évidemment que parmi les enjeux qui nourrissent notre activité et réduire l'empreinte environnementale et carbone, il y a la problématique de l'eau, où au-delà de toutes les problématiques de ressources, de références réglementaires, on a une charte sur l'eau qui, chez Eiffage, motive nos activités dans la conformité certes, mais dans la mutualisation des bonnes pratiques, toutes ces recherches et développements pour réduire les consommations d'eau dans le bâtiment, recourir à tout ce que les apports caloriques de l'eau peuvent avoir dans le bâtiment, notamment les eaux grises, et puis utiliser au mieux les eaux pluviales à l'échelle de l'îlot et évidemment des écoquartiers. Donc, oui, alors ça c'est un enjeu sur lequel je me permets d'attirer votre attention parce que nous allons tous être très vite impactés par la nécessité de réduire le grignotage des espaces en milieu urbain. La France perd actuellement environ l'équivalent d'un département tous les 7 ans en milieu naturel et agricole, d'où le fort intérêt de reconstruire la ville sur la ville, d'utiliser tous les délaissés certes dégradés, mais de densifier et d'éviter encore une fois de détruire des milieux naturels non imperméabilisés. D'où l'intérêt, le gros intérêt, peut-être qu'il y aurait un salon, d'ailleurs il y en a déjà un, qui s'appelle Polutech, mais pour nous, entreprise générale de construction, on s'intéresse énormément à toutes les techniques de recréation d'espaces urbanisables qui passent nécessairement par les techniques de dépollution en site occupé. Il faut savoir évidemment qu'on est dans un pays où des sols totalement vierges et non dégradés n'existent quasiment plus. Et que régulièrement, on est amené à exhumer des pollutions connues ou non. La plupart du temps, d'ailleurs, quand on les exhume, c'est qu'elles n'étaient pas connues, et de devoir les traiter de façon, en toute sécurité, très rapidement. Donc, qui dit densification de l'espace en milieu urbain dit maîtrise totale des techniques de dépollution en site occupé. Voilà. Alors, le pilier sur l'innovation, on vous a parlé de phosphore, mais il y a aussi un habitat laboratoire qui est à Fresnay-sur-Sarthe. Fresnay-sur-Sarthe, c'est près du Mans. On y a acquis une ancienne usine CEP qu'on a rachetée, dans laquelle on développe en fait des modules de préfabrication en béton, de salle de bain, mais aussi les modules bois dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Dans ce laboratoire, on y expérimente, on y fait des formations caméra thermique, on y fait des formations sur l'usage de nouveaux matériaux. C'est vraiment un laboratoire dédié à l'habitat de demain, mais à expérimenter de suite. Ce dont je voulais vous parler, c'est aussi toute l'innovation par rapport à l'innovation qu'on peut capter auprès de nos fournisseurs et travailler ensemble sur des matériaux nouveaux. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup chez nous pour trouver les matériaux de demain, les mettre en œuvre, les expérimenter dans cet habitat laboratoire et ensuite les généraliser dans une offre commerciale d'Eiffage Construction ou Eiffage en général. Évidemment, on a mis en place des trophées de l'innovation pour voir comment ça se démultipliait chez nous. Et un des outils, je vais vous montrer brièvement notre site vidéo, c'est un des outils pour mutualiser ces bonnes pratiques et les faire connaître, c'est la vidéo dans le groupe où on va filmer les chantiers et concrètement les problématiques de mise en œuvre sont mises en avant, discutées et via ce YouTube de l'innovation chez nous, vous avez des supports vidéo pour mutualiser d'une région à l'autre. Donc là, la vidéo normalement nous amène sur un chantier qui se trouve à Ronchin, ADO, c'est le groupe, la maison mère, groupe international de Leroy Merlin. Et là, c'est le témoignage d'un responsable HQE sur le chantier. Donc en fait, il s'agissait d'une construction neuve en passive et d'extension en BBC, où il a fallu faire de l'isolation des verrières, évidemment avec une problématique d'étanchéité à l'air, sur laquelle on a été très vigilant. Et toutes les solutions, les fiches techniques, les points particuliers ont été filmés, mis sur le site et sont à la disposition de l'ensemble des collaborateurs du groupe pour éviter des écueils sur des opérations similaires et puis surtout mettre en avant les bonnes pratiques avec toutes les réserves qu'il peut y avoir, mais les fiches techniques, les points de contrôle. Donc c'est pour vous montrer que de la R&D, des solutions de performance, il y a une continuité dans la mise en œuvre et le suivi qualité au quotidien. Donc là, je pense qu'on peut couper. Alors, le référentiel, qu'on pourrait appeler plus une démarche HQV, donc chez Eiffage, a trouvé des réalisations qu'on va vous présenter, qui ont été remportées, mais nous l'avons quand même proposé dans le cadre d'appels d'offres ou de candidatures qui malheureusement pas eu toujours le même succès. Mais en l'occurrence, les deux projets que nous vous présentons là sont un projet de tertiaire et un projet de logement. Donc là, le premier, il s'agit du campus Green Air à Grenoble, donc un campus de un peu plus de 21 000, presque 24 000 mètres carrés, qui est dédié aux énergies renouvelables, un immense campus universitaire sur lequel nous avons déployé le référentiel HQV, ce que Valérie vous a présenté tout à l'heure, avec principalement toute la composante énergie, une performance dans la réduction des émissions carbone liées au fonctionnement du bâtiment, y compris les process, parce que là, pour ce projet-là, en PPP, donc on a la composante énergie comprenant les process, l'évolutivité des usages, puisque certains bâtiments dans leur organisation peuvent changer demain dans leur configuration, et toute la composante eau, où il y a une récupération des eaux pluviales à 100%, il n'y a aucun rejet. Et puis en termes de mobilité, il y a 700 places de vélos qui sont allouées au fonctionnement du bâtiment. Deuxième illustration, là il s'agit toujours à Grenoble, en pointe, de l'îlot Cambridge. Donc là ce sont 150 logements que nous avons remportés. Le projet Écocité était sur 500. Et là ce que nous avons mis en œuvre, c'est le principe d'évolutivité et de pièces intergénérationnelles dont vous parlez Valérie tout à l'heure. Donc là ça a été accepté. C'est gagné. Et le lien intergénérationnel se fera au travers d'une pièce qui a un noyau invariant, accès PMR, et des parties de pièces qui peuvent être allouées à un appartement qui du T2 devient un T3, et indifféremment le T3 devient T4. Enfin, c'est un métier nouveau, si vous voulez, pour la promotion immobilière, la commercialisation, parce qu'on ne parle pas de cette pièce de la même manière, et qui est géré aussi au niveau de cette tour de 16 niveaux, tour BBC, qui tend vers le BBC, un îlot végétalisé également. Et sur cette ZAC de Grenoble, il y a un pass mobilité qui a été donné aux acquéreurs, puisque le parking est déporté à l'entrée de la ZAC, donc il n'y a pas de voiture, et les terrains ont été maintenus et gardés pour que la nature revienne en ville et qu'il y ait une bonne diversité qui soit valorisée à l'échelle de l'îlot. Donc là, c'est quelques visuels de la pièce, des logements intergénérationnels qui peuvent évoluer du T2 jusqu'au T5.
Donc c'est pour vous dire que d'une approche R&D qui peut paraître 2030 éloignée, en fait, aujourd'hui, dès aujourd'hui en 2012, il y a des solutions qui se mettent en œuvre tout de suite. Donc ça va très très vite. Et le côté prospectif, il faut quand même le garder plus rapproché pour ne pas être obsolète. Donc parmi d'autres solutions, on a des équipements qui sont développés chez FH Construction plus particulièrement, qui sont les concepts éco-éco. Vous avez des brochures sur notre stand qui vous expliqueront ce que c'est ce concept standardisé d'immobilier maîtrisé, économique et écologique. Des équipements type PACR 2, pareil, vous avez les équipes d'énergie qui pourraient vous en parler davantage, mais non, là il n'y avait pas de film en fait. La PACR 2 qui est un équipement pompe à chaleur RR qui fait ventilation, le chauffage et le CS. Vous avez, voilà, donc il y a la brochure sur le stand, vous pourrez le voir tout à l'heure. Première pompe à chaleur qui a le brevet COFRAC, enfin qui a une accréditation COFRAC qui est brevetée et certifiée Qualitel. Si on revient sur le diaporama, on verra les concepts H2CO qui sont aussi une offre des FH Construction, mais celle-ci plus dédiée au logement social. Non mais n'ouvrez pas tout, c'est pas grave. Et puis, on va passer à la diapo d'après. La valorisation des certificats d'économie d'énergie. Alors ça, c'est une offre commerciale adressée à nos clients. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif. Je vais essayer de faire court. Vous avez des obligés qui distribuent de l'énergie et des carburants, ils doivent faire des économies. Soit ils les font eux-mêmes sur leur patrimoine, mais à un moment donné, ça coince, ils peuvent plus. Soit ils les achètent auprès d'éligibles, qui sont les bailleurs sociaux, des collectivités qui, sur leur patrimoine ou sur leur collège, vont entreprendre des travaux de rénovation. Ces travaux de rénovation correspondent à des kilowattheures économisés qui ont une valeur financière. Nous, on est à l'interface entre les deux. Donc on a pris un positionnement commercial qui permet à nos clients de bénéficier de cette valorisation de travaux, mais aussi des certificats qui sont générés, et du coup, soit d'améliorer les équipements qu'ils ont choisis ou les matériaux isolants, soit de faire des travaux supplémentaires. Donc ça, c'est une offre qu'on propose. Grosso modo, ça représente entre 3 à 7% du chiffre d'affaires d'une opération, les CE. Donc c'est une offre commerciale qui plaît beaucoup et sur laquelle on se positionne très fortement. On est d'ailleurs la seule entreprise du BTP à le proposer depuis plus d'1 an maintenant. En rénovation, c'est ce dont je vous parlais parce que les CE, c'est surtout en rénovation. Du coup, on a mis en place une gamme qui s'appelle Renovalis. Vous avez la brochure qui est ici, que vous retrouvez sur le stand, qui permet de faire le diagnostic, les travaux de rénovation, de faire un suivi des consommations et de vous accompagner sur la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Donc que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation, vous voyez que nos métiers ont changé, ont muté, mais très rapidement se sont positionnés sur la maîtrise des énergies, des carbones, et demain une approche en ACV pour avoir une offre globale et pertinente sur ces enjeux globaux. Alors, je ne sais pas si on a le temps. Ouais. Je regarde le temps. Juste pour vous dire, donc ça c'est une démarche qui est en cours, mais on a sur nos 4 projets pilotes de développement durable qui sont en fait nos sièges régionaux. Donc là c'est celui qui est à Lyon, un bâtiment BBC. Le suivant se trouve à Saint-Denis, il s'agit du Volta, c'est le siège de FH Énergie. Celui-ci c'est notre premier bâtiment énergie positive qui se trouve à Amiens, le siège d'FH Construction Picardie, et notre siège à Vélizy, FH Construction. Donc on a entrepris un retour d'expérience BBC pour regarder si les conceptions qu'on avait imaginées de... Juste 2 secondes. Non, celle d'avant. Voilà. En fait, Eliante à Lyon a été un bâtiment conçu en 2006 qui se voulait BBC avant que la réglementation se mette en œuvre. Petit à petit, il y a eu donc le Volta en 2008, si je me trompe pas, puis 2011 et 2012, les 2 derniers bâtiments. Par ce retour d'expérience, ce que je veux vous montrer, c'est que les concepts qu'on préconise auprès de nos clients, on se les applique à nous-mêmes au travers de projets pilotes de développement durable, qui évidemment s'alimentent de phosphore, parce qu'on les applique directement chez nous. Les LED dont vous a parlé Valérie, d'autres techniques de panneaux solaires, on se les applique et on voit ce que ça donne. Et le retour d'expérience montre qu'on a une maîtrise de ces concepts, que du BBC, on arrive maintenant à maîtriser le BPOS, qu'on conçoit ces bâtiments en maîtrisant d'abord leur compacité, leur enveloppe, et seulement en dernier recours, on fait appel à des énergies renouvelables, notamment panneaux solaires, puisque notre politique, c'est quand même de maîtriser le bâti avant d'avoir recours aux énergies renouvelables. L'idée, c'est d'avoir un bâtiment qui soit BBC sans recours aux énergies renouvelables. Après,
ce qu'on complète aujourd'hui de par les outils que je vous ai montrés tout à l'heure et avec le rapprochement du CSTB et Elodie, c'est d'avoir une vision ACV, parce que c'est très très bien de faire des bâtiments énergie positifs avec des panneaux solaires. Ceci dit, ces panneaux ou même les matériaux qu'on choisit, ils ont un passif environnemental qui mérite d'être regardé pour se dire, on a fait ces choix-là, mais l'impact sur la nature, l'impact sur l'environnement en général, sur la consommation d'eau, sur l'eutrophisation, sur la production de déchets, il n'est pas que vertueux parfois. Donc comme nos clients commencent doucement à nous le demander, à le préconiser, on s'est armé pour avoir une lecture critique. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une comparaison entre un bâtiment initial Eliante et notre siège d'Eiffage Construction récent 2012, où on voit que petit à petit, dans notre politique, ces composantes s'intègrent et s'améliorent. Donc après, sur la diapo d'après, on a retiré, mais là c'est pour une lecture avisée, on a retiré la composante énergétique pour mieux traiter les autres thématiques. Et ces thématiques, ça fait une boucle, elles réintègrent notre politique de développement durable et on essaye de les maîtriser sur l'eau, sur les déchets, sur la dépollution, sur la tenue de nos chantiers, etc. Voilà. Donc moi j'en ai fini, je vais peut-être te laisser conclure. Voilà, juste donc un bout de conclusion. S'il y a une chose à retenir, je pense, de tout ça, c'est qu'il faut rien s'interdire en termes de créativité et en termes d'audace, puisque dans Phosphore, pour tout vous dire, quand on a commencé Phosphore en 2008, je pense qu'Ingrid s'en souvient, et qu'on a expliqué qu'on imaginerait une taxe carbone à 1500 € la tonne, tout le monde nous a ri au nez et on n'a jamais pensé, nos patrons n'étaient pas totalement sûrs qu'on en sortirait quelque chose. Et aujourd'hui, ce laboratoire de prospective, il devient plus que pourvoyeur d'idées puisqu'il nous fait gagner des affaires. Donc le fait d'avoir été très audacieux en amont, très prospectif, ça nous a permis d'être compétitifs aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire.